Voilà, c'est reparti pour la deuxième partie de ce mini-show en deux parties, avec les conséquences de ces systèmes, de ce système de création monétaire à 100% par le secteur bancaire. Alors, la première conséquence de ça, vous avez remarqué que s'il y a 0 centime, 0 pièce, 0 billet et 0 sur tous les comptes en banque de tout le monde, il faut obligatoirement, pour que le système puisse démarrer, qu'une banque, quelque part, achète quelque chose au secteur non bancaire. Forcément, pour qu'il y ait des unités de compte sur le premier compte en banque, il faut qu'une banque, quelque part, aspire de la réalité, aspire de la richesse réelle et donne en échange des chiffres. Des chiffres, je vous le rappelle, qui sont émis sans travail, sans production et à coût nul. Alors, la première conséquence de ça, c'est que tous les chiffres qui sont émis font que la valeur de chaque unité monétaire diminue sans arrêt. À chaque fois qu'il y a une émission d'unités supplémentaires, évidemment, la valeur unitaire de chaque unité diminue en proportion. Donc évidemment, dans un système comme ça, vous ne pouvez pas mettre de l'argent de côté. Vous ne pouvez que perdre, que les chiffres, la monnaie que vous avez accumulée perdent sa valeur tous les jours au rythme de chaque augmentation de la masse monétaire qui circule dans l'économie. Et donc, obligatoirement, vous ne pouvez pas contrôler l'évolution de la masse monétaire au jour le jour, et donc vous ne pouvez pas savoir combien vous perdez chaque jour, et donc vous ne pouvez pas augmenter en proportion vos prix. C'est-à-dire que le premier prix le plus important, c'est le prix de votre travail, le prix de votre salaire. Et donc si vous vous apercevez que, tiens, c'est bizarre, votre salaire n'augmente pas, et pourtant les prix augmentent, et ben c'est pour ça, c'est parce qu'il y a des gens quelque part qui augmentent la quantité de monnaie et vous n'êtes pas au courant. Donc vous ne savez pas que votre salaire perd de la valeur, que vous perdez du pouvoir d'achat tous les jours à cause de la création monétaire. Donc ça, c'est une conséquence absolument mathématique. Il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de raison sociale à ça. C'est une conséquence purement mathématique. Quand on rajoute de l'eau dans du vin, il y a toujours autant de vin, mais le vin perd de sa valeur à chaque fois. Voilà, c'est de la dilution. Alors, la deuxième conséquence, qui est aussi une conséquence mathématique, c'est que le créateur, il a un pouvoir d'achat infini. Le créateur de monnaie, il peut acheter tout ce qui passe. Et il a un pouvoir de spéculation infini. Parce que si c'est vous qui créez la monnaie et que vous voulez, je sais pas moi, acheter un immeuble à Paris, il suffit de mettre un petit peu plus cher que le dernier enchérisseur et vous avez l'immeuble. Par contre, si vous avez un acheteur pour votre immeuble, je sais pas, vous voulez vous acheter un immeuble qui vaut 1 million et vous avez un acheteur à 1 150 000, et ben il vous suffit tout simplement de spéculer, c'est-à-dire de créer 1 million pour acheter l'immeuble, de le revendre 1 150 000 et de garder la différence. C'est exactement ça la définition de la spéculation. C'est que vous avez la possibilité de miser plus que tout le monde à l'infini. C'est uniquement à cause de ça, grâce à ça, que le high frequency trading peut fonctionner. Parce que le high frequency trading, qui travaille sur des quantités colossales et des marges minuscules, n'est possible que quand on a la maîtrise totale de la création monétaire en flux dynamique. Et donc, c'est une spéculation en dynamique qui, je vous le signale, n'est pas enregistrée dans les statistiques de la création monétaire. Parce que c'est de la création monétaire qui est créée et annulée tout de suite après la spéculation, et donc on ne le voit pas dans les statistiques. C'est impossible à voir. Et ça, c'est un moyen de prédation, mais extraordinaire. Alors évidemment, il y a toutes les autres conséquences, je dirais, donc on pourrait dire les conséquences secondaires de cette émission de monnaie à coût nul, sans production et sans travail. La première conséquence, c'est que tout le reste de la société se dit « Mais à quoi bon travailler ? Je vois des gens qui ne travaillent pas et qui s'enrichissent. Donc forcément, les comportements se modifient. Vous pensez bien que le surdoué qui a une super idée, qui comprend tout de suite qu'il va se faire avoir en faisant son entreprise, que dès qu'il va gagner de l'argent, son argent va perdre de la valeur et que son entreprise va être rachetée par des gens qui ont la capacité de crédit absolue et qui peuvent lui racheter à n'importe quel prix son entreprise,
évidemment qu'il va préférer rester dans son coin et faire de... Bon, vous me direz, c'est peut-être pas plus mal d'aller cultiver son jardin, mais c'est une perte colossale de recherche, d'innovation et de créativité. C'est absolument épouvantable, en particulier pour les générations les plus jeunes. Alors, évidemment, quand on vit dans une société où on voit des gens qui ne travaillent pas et qui continuent à s'enrichir, comment voulez-vous qu'on ait des repères? Comment voulez-vous qu'on ait des valeurs? Comment voulez-vous que nos jeunes gens ne soient pas révoltés? Comment voulez-vous que dans les secteurs de l'économie et de la géographie où ça souffre le plus, où les jeunes voient l'inégalité augmenter et que rien n'est fait, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des sentiments de révolte et de colère? C'est impossible, c'est tout à fait normal, c'est pas du tout étonnant. Alors évidemment, quand cette création de monnaie là continue, comment voulez-vous que fassent les entrepreneurs normaux qui comptent sur leur capacité de travail et leur capacité d'inventivité pour gagner de l'argent? C'est même pas la peine de s'attaquer à des monstres pareils. Ça crée une distorsion permanente et énorme de compétition, de concurrence. Ça ne peut pas marcher. Bon, évidemment, plus les créateurs de monnaie s'enrichissent, plus ils touchent les intérêts sur la monnaie qu'ils ont émise par la dette, plus le reste de la population, les États, je vous le rappelle, les collectivités locales, les administrations, les particuliers, les ménages, tout le reste de la population s'appauvrit. Les États s'appauvrissent. Pourquoi? Parce que c'est eux qui payent les intérêts. C'est eux qui font payer les intérêts aux contribuables, c'est-à-dire à toute la population, et les intérêts remontent au secteur bancaire. Donc comment voulez-vous que ça fasse une société où on puisse parler de liberté, d'égalité et de fraternité? C'est absolument impossible. Les inégalités ne font qu'augmenter, que croître. C'est mathématique, c'est mécanique, c'est fait pour ça. Alors évidemment, quand on parle de système, c'est impossible de rembourser des intérêts exponentiels sur une dette qui n'est jamais remboursée. Et là, on arrive face au dilemme de nos amis grecs, qui sont en train, certes, de se battre contre des créanciers. Mais les créanciers, ce sont des gens qui ont fait des économies et qui se sont protégés de ce système-là en disant « Ah, moi, je voudrais bien avoir un petit 2-3% parce que quand j'aurai 70 ans, j'ai pas envie d'être obligé de continuer à bosser pour gagner de l'argent. » Donc, les créanciers, ce sont des épargnants, des retraités peut-être, qui veulent leur argent. Mais au départ, cet argent-là, il a été émis sans production, sans travail et à coût nul. Et il a permis d'acquérir des richesses, de spéculer, d'avoir du pouvoir d'achat. Donc comment voulez-vous qu'on résolve le problème du rapport entre les débiteurs qui ont été obligés d'emprunter et les créanciers qui ont été obligés de faire des économies pour se protéger de ce système-là? Comment voulez-vous qu'on résolve ce problème-là si on ne comprend pas en amont qu'il y a un problème de création monétaire qui est totalement... Écoutez, je ne sais pas, mais vous créez de la monnaie sans travail, sans production et à coût nul et vous achetez des choses. Moi, je suis désolé, mais c'est vraiment de la dette illégitime. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il n'y a pas 36 solutions. Alors, évidemment, au niveau du pouvoir et de la démocratie, quand vous pouvez tout acheter, c'est vous qui avez le pouvoir. Donc, quiconque possède 100% de la création monétaire possède 100% du pouvoir de créer le futur, de financer qui il veut, quand il veut, pour faire ce qu'il veut. C'est le souverain. 100% de la monnaie, c'est 100% du pouvoir. C'est ce problème-là que nous devons absolument comprendre et absolument résoudre en amont de quoi que ce soit. Tant que nous n'aurons pas compris et résolu ce problème-là, rien ne sera possible.